Je ne sais pas pourquoi les gens, des adultes réfléchis, qui comprennent les mots et leur sens, n'arrivent pas à faire la différence entre critiquer une personne et critiquer ce que dit une personne. Aujourd'hui, je vais revenir sur la vidéo où je parle des déclarations en début de vidéo de 7 jours sur Terre. Avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui le défendent et de ceux qui ont été déçus par ma vidéo. Je m'en fiche complètement de votre ressenti sur la question, je n'en ai rien à foutre. En revanche, je vous invite à vous demander comment vos ancêtres se sentent quand une personne arrive et dit que quand leur peuple est arrivé, ils ont trouvé vos ancêtres qui passaient leur journée à chanter et à danser, et tout cela en vivant dans une pauvreté miséreuse. Quand c'est pour défendre l'honneur de vos ancêtres, de votre peuple, de votre civilisation, il n'y a personne. En revanche, prompte à défendre les autres. Bon, je vais commencer par contextualiser. Il y a certainement des personnes qui n'ont pas vu la précédente vidéo, donc ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Alors l'affaire, c'est quoi? J'ai fait une vidéo où je corrigeais les propos d'une chaîne YouTube appelée 7 jours sur Terre. Dans sa vidéo intitulée La scandaleuse histoire de la France en Afrique, il dit ceci. Les Européens qui découvrent l'Afrique sont aussi émerveillés que confus, car d'une part, ils découvrent des sociétés où les gens sont incompréhensiblement heureux. Du matin au soir, ils chantent, ils dansent, et ce, malgré une pauvreté miséreuse. Vous avez écouté, et ce sont des propos qui m'ont profondément touché, et avec lesquels je n'ai pas du tout été d'accord. Absolument pas. J'ai trouvé ces déclarations scandaleuses parce que c'est hautain, humiliant. Ça fait passer nos ancêtres pour des branleurs incapables de rien. J'ai trouvé ces mots racistes parce que c'est cette façon de penser qui a justifié la mise en esclavage d'êtres humains. Et c'est aussi cette façon de penser qui a justifié la colonisation et tous les crimes qui en ont suivi. Et donc je disais dans ma vidéo où je critiquais cette déclaration que ces mots relèvent de la propagande occidentale. Qu'ils en soient conscients ou non, c'est de la propagande. Et que c'est une raison qui fasse en sorte que je n'aime pas, je déteste quand les autres peuples racontent notre histoire. À chaque fois que c'est un autre peuple qui raconte notre histoire, il y a toujours un biais cognitif qui tend à simplifier, à systématiquement adoucir les choses. Dire que les Africains, mes ancêtres, passaient leur temps à chanter, à danser, alors qu'ils vivaient dans une misère indescriptible, c'est une manière d'adoucir, consciemment ou non, les violences qui vont suivre et les violences qui ont été perpétrées par leur peuple à l'encontre d'une autre. Parce que tout d'un coup, si ces gens passaient leur temps à chanter, à danser alors qu'ils vivaient dans une misère indescriptible, alors qu'ils étaient dans un état miséreux terrible, ça veut dire qu'en soi, c'est pas grave. On leur a apporté du travail, on leur a donné de quoi faire, on a. Est-ce que vous comprenez maintenant le biais derrière? Sans parler du fait que ce n'est pas possible d'être heureux et misérable. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un peut m'expliquer comment on peut faire pour être heureux et misérable, qu'il me dise. Je ne sais même pas comment conceptualiser ça mentalement. Je n'en sais rien. Bref, vous avez le contexte, vous comprenez ce qui se passe. Donc, j'ai fait une vidéo où je dénonce les mensonges, les préjugés et les fausses déclarations tout en apportant certains éléments historiques et des vérités. Et là, le public s'est divisé. Divisé pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas compris quelle division il y a à faire ou qu'est-ce que j'ai mal expliqué dans ce que j'ai expliqué. D'un côté, il y a des gens qui comprennent mon propos et qui sont plutôt d'accord avec ce que je dis. De l'autre côté, il y a des gens qui estiment que je suis trop sévère ou encore que j'ai mal fait de soulever ces points. Je vais prendre quelques commentaires de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sous la vidéo et vous allez comprendre où je veux en venir. Une personne me dit: cette vidéo de 7 jours sur Terre, je l'ai regardée, je regarde sa chaîne tous les jours et j'apprécie son travail. Je ne pense pas qu'il soit une personne de mauvaise foi. Ok, c'est très bien qu'il ne soit pas de mauvaise foi, encore heureux qu'il ne soit pas de mauvaise foi. Mais et alors? Qu'est-ce que ça change? Cette vidéo ne traite pas de ses intentions, on est d'accord. Ses intentions, s'il est de bonne ou de mauvaise foi, ne sont pas le sujet de la vidéo. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, je peux vous rassurer, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, je ne connais pas sa famille, ses enfants. Donc je ne peux pas prétendre qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. Je ne peux pas prétendre connaître sa psychologie ou encore ses intentions. Je n'en sais rien du tout. C'est pour ça que je n'en parle pas. Je soulève les propos qu'il déclare, ce qu'il dit, et c'est tout ce qui compte. C'est le sujet même de la vidéo. Et ce qu'il dit, c'est que lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé un peuple incompréhensiblement heureux. Ils passaient leur journée à chanter et à danser, alors même qu'ils vivaient dans une pauvreté miséreuse. C'est ça qui m'intéresse. Rien d'autre. C'est ça que je corrige dans la vidéo. C'est dessus que j'apporte de la critique. C'est dessus que j'apporte des éléments de réflexion. Je ne parle pas de ses intentions. En revanche, cette promptitude que tu as eue à le défendre, à dire que non, il n'avait pas de mauvaises intentions, il n'est pas de mauvaise foi, etc., etc. J'espère que tu l'as partout. Il faut être juste. J'espère que ce n'est pas juste sur lui que tu es comme ça, vraiment, sur tout le monde.
Un autre commentaire dit, je pense que Benjamin Tremblay c'est le nom du présentateur de la chaîne 7 jours sur Terre. Je pense que Benjamin Tremblay, celui dont on parle, le présentateur de la chaîne 7 jours sur Terre, utilisait un personnage pour sa narration afin de véhiculer la perception des Occidentaux de l'époque. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à dire pour défendre les gens qu'on aime, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à dire? Dans la vidéo de 7 jours sur Terre, il raconte des faits historiques à la troisième personne. Il ne fait donc intervenir aucun personnage. Il ne peut même pas d'ailleurs faire intervenir un personnage. Il ne l'a jamais fait. Je ne sais pas pourquoi. Comme par hasard, c'est sur la vidéo où il traite de l'Afrique qu'il a eu cette idée de génie de dire c'est faux, c'est faux. Ça, c'est trouver des excuses. Vous cherchez à sa place des excuses alors qu'il ne vous a rien demandé. Je ne peux pas venir m'asseoir, raconter à la troisième personne l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, insulter les bataillons africains pour ensuite que vous veniez me défendre en disant que non, en fait, Pensez qu'Hamid racontait l'histoire mais en utilisant un personnage pour bien illustrer la façon de penser des gens de l'époque. Ça, ce sont des excuses. Parce que si c'était effectivement un personnage, ça aurait été souligné, ça aurait été mentionné, ça aurait été évoqué, précisé. On aurait eu des indices. Quand vous regardez sa vidéo, vous écoutez. À quel moment il fait figure d'un personnage qui raconte l'histoire? À quel moment? En tout cas, si un jour on m'accuse de quelque chose, j'espère que tu viendras dire que non, je joue un personnage. Voilà. Au moins, j'aurai un défenseur qui aura un argument béton. Non, en fait, il joue un personnage. Ne vous inquiétez pas, c'était sa manière de transfigurer la façon de penser des gens d'aujourd'hui, la façon de penser des gens d'avant, voilà. Comme ça, ce sera très intéressant. J'espère que ce n'est pas seulement pour lui que tu le fais. Commentaire suivant. Bonsoir, je vis au Québec qui est au Canada. J'écoute les vidéos de 7 jours sur Terre. Je suis même abonné. Je suis d'accord quand tu dis qu'ils ne pourront jamais raconter l'histoire des Africains comme les Africains. Mais cette idéologie, déjà ce n'est pas une idéologie, je vais d'abord te corriger là-dessus. Ce n'est pas une idéologie, vous avez l'habitude des idéologies. Non, ce n'est pas une idéologie, c'est un fait. C'est toujours mieux de raconter son histoire soi-même, c'est tout. Ce n'est pas une idéologie. Je sais pas, on est bien d'accord que mon histoire, je suis le mieux placé pour raconter ça. Même si tu as été mon meilleur ami et que tu as marché avec moi toute ma vie, je suis le mieux placé pour raconter ma vie, on est d'accord. Donc ce n'est pas une idéologie, c'est du bon sens. Voilà, je reprends. Mais cette idéologie est valide pour toutes les autres nations. Cette évidence est valide pour toutes les autres nations s'il tant est que ces nations évidemment voulaient dire la vérité. Pareil aussi en Afrique. 7 jours sur Terre est une chaîne qui prône le nationalisme québécois. Il a raison quand il dit que l'Afrique est pauvre. Je m'explique. On oublie que l'Afrique a été mise en esclavage par les Gréco-Romains, ensuite par le monde arabo-musulman et finalement par le monde occidental. Alors oui, c'est vrai. C'est un point que je comprends. Maintenant, ce n'est pas toute l'Afrique qui a été mise en esclavage par les Gréco-Romains ou encore par les Arabes, en règle générale, tu vois. Les Ottomans, Perses et consorts. C'est pas toute l'Afrique, c'est une partie de l'Afrique. Là où l'Occident l'a fait sur l'intégralité de l'Afrique, les deux autres l'ont fait sur une partie de l'Afrique. Ce n'est pas pour minimiser, bien au contraire. Ce n'est pas pour minimiser, absolument pas du tout. La violence qu'a fait la traite arabo-musulmane n'a absolument rien à envier à la violence qu'a faite les Européens ou encore à la violence qu'a faite les Gréco-Romains. Absolument rien à envier. Tous aussi barbares, aussi sauvages, aussi dégueulasses. Tout ça, c'est à vomir. Mais ce n'est pas toute l'Afrique qui a été touchée par les deux premières. Une partie de l'Afrique. Là où l'Occident l'a fait sur l'intégralité du continent. Je n'ai pas terminé son commentaire. Il dit donc qu'on oublie que l'Afrique a été mise en esclavage par les Gréco-Romains, ensuite par le monde arabo-musulman et finalement par le monde occidental. Donc, à l'arrivée des Occidentaux, l'Afrique était appauvrie. Je vous encourage à lire le génocide voilé de Tidjane Djaye. Alors, on connaît déjà Tidjane Djaye, on l'a énormément lu, on a énormément utilisé ses références, ok? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'Afrique n'était pas pauvre du tout. Pas du tout à l'arrivée de l'Occident. Dans la vidéo, il parle principalement de l'Afrique de l'Ouest, bref, de l'Afrique des côtes sur la longueur atlantique, n'est-ce pas? On va prendre quelques royaumes, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Quelques royaumes de l'époque. Il y avait le royaume du Ghana, qui a débuté vers 300. C'était une puissance commerciale prospère, très riche, qui contrôlait toutes les routes commerciales transsahariennes. L'empire du Mali, bien qu'étant déjà fortement islamisé à l'époque, était l'un des plus grands et des plus riches empires de l'histoire que le monde entier ait connu. Certes, il y avait de l'islam, mais c'était de l'islam syncrétique. C'était de l'islam fusionné avec la spiritualité africaine. L'Afrique impériale, toute la période de l'Afrique impériale marque déjà une perversion de la culture africaine. Ça marque déjà une perversion. Okay? Dès l'arrivée des religions abrahamiques en Afrique, il y avait déjà fracture. Il y avait déjà une fracture. L'Afrique avait commencé sa décadence. Mais qui dit commencer sa décadence ne signifie pas déjà être dans l'état où nous sommes actuellement.
Absolument pas. Juste après l'empire du Mali, il y a eu l'empire du Songhai, qui a même d'ailleurs succédé à l'empire du Mali. Il était prospère grâce à son contrôle des routes commerciales et son empire commercial. On te parle des pays où des gens vivaient dans une prospérité incroyable. Lis toujours les mêmes livres de Tidjane Ndiaye dans les descriptions de la vie sociale de l'époque. Le même Tidjane Ndiaye dans ses œuvres, il le dit, il le souligne. Un autre empire, c'était celui du Kanem Bornou, situé dans la région du Grand Lac Tchad. C'est un empire qui a connu plusieurs changements au fil des siècles, mais qui a réussi à maintenir son influence dans la région pendant une grande partie de son histoire. Puis il y a eu l'empire de Oyo, qui était connu pour son organisation politique et militaire bien développée. Les gars, c'était les gardiens de toute leur zone. Un autre empire que j'ai étudié avec beaucoup de plaisir, c'est l'empire Ashanti. L'empire Ashanti était situé dans la région qui est maintenant le Ghana aujourd'hui. Et devinez pourquoi est-ce qu'il était renommé? Pour son organisation politique, sociale et son organisation militaire qui était extrêmement élaborée. On te parle de civilisation où les gens n'avaient pas besoin de fermer leurs portes avant l'arrivée de l'Occident et des Arabes. Certes, beaucoup de ces nations avaient déjà été corrompues par l'islam, mais elles étaient loin d'être misérables. Très loin d'être misérables. Ce sont toujours les Européens qui ont appelé le Ghana la Côte d'Or, n'est-ce pas? La Somalie aussi avait pour nom la Côte d'Or. Le Bénin et le Nigeria, ils ont appelé ça la Côte des esclaves. La Côte des diamants, c'est l'actuel Angola. Alors moi j'ai une question. Comment est-ce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup d'or ou beaucoup de diamants dans ces pays? Ils n'avaient pas encore fait une exploration en profondeur des pays. Comment est-ce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup d'or, beaucoup d'ivoire, beaucoup de diamants dans ces pays? À votre avis, comment est-ce qu'ils savaient? C'est parce qu'ils ont vu tous ces trucs-là sur des gens. C'est parce que les gens portaient ça sur eux. Donc, vous m'avez conseillé de lire Tidjane Ndiaye. Moi, je vous enverrai lire les témoignages de Ibn Battuta. C'est un explorateur arabe qui a visité une grande partie de l'Afrique au XIVe siècle. Et il nous laisse une précieuse description des nations africaines de cette époque, des témoignages racontés à la première personne. À la première personne, c'est important. Si dans ces témoignages, il y a bien une chose qu'il remarque, et dans toute l'Afrique, c'est que tous les pays qu'il a visités, tous les pays africains dans lesquels il a été, étaient très beaux, très riches, les gens vivaient très confortablement. Et dites-vous que ça, c'était pendant la présence arabe. Avant les différentes invasions et avant la pollution de cette civilisation, c'était encore mieux en Afrique. Les gens vivaient encore mieux, encore plus richement, encore plus heureux. Donc dis-toi que toute la splendeur que Ibn Battuta l'a décrit, c'est déjà une Afrique qui est en train de sombrer. Imagine donc l'Afrique à son plein potentiel comment c'était. Dans les commentaires qui sont beaucoup revenus, il y a ceux qui ont dit le genre de trucs-ci. J'ai regardé la vidéo de 7 jours sur Terre. Peut-être qu'il a fait des erreurs d'introduction, mais il n'a pas principalement parlé du sujet que vous avez développé. Il parle principalement de la France en Afrique et il a raison sur toute la ligne. Et à chaque fois que je lisais ce genre de commentaires, ça pouvait être formulé différemment, mais ça restait la même chose dans l'idée, la même substance dans l'idée. Je riais. Et je riais même aux éclats. Je ne dis pas le contraire. Sa vidéo est très claire. La scandaleuse histoire de la France en Afrique. Sa vidéo parle de la France-Afrique. Mais ma vidéo à moi, celle que j'ai faite, ce n'est pas une réponse à sa vidéo sur la France-Afrique. Pas du tout. Ma vidéo n'était pas une critique au sujet de sa vidéo. Ma vidéo était une critique à l'introduction de sa vidéo. Et je le dis, à 3 minutes 18 secondes, il dit ceci. Et c'est dessus que je me focalise. Et d'ailleurs, au début de la vidéo, je dis qu'il a traité le sujet avec le professionnalisme dont il sait faire preuve. Parce que c'est un gars qui traite de la géopolitique. Et c'est très intéressant, sauf quand il s'agit de l'Afrique. Donc lui, il a traité le sujet de la France-Afrique pendant 1 heure, c'est très bien. Mais moi, j'ai traité le sujet de son introduction, dont sa vidéo qui traitait de la France-Afrique. Parce que c'est son introduction qui m'a posé un problème. C'est sur son introduction qu'il fallait soulever des points clés importants. Et c'est pas parce que le reste de sa vidéo est très bien que ça veut dire qu'il n'a pas foiré dans l'introduction de sa vidéo. Il n'y a aucun lien entre les deux. Je peux dire de très bonnes choses pendant 1 heure et dire une profonde connerie pendant 1 minute. Mais là, je répète que ce n'est pas qu'une connerie, c'est un manque de respect, c'est une humiliation. Parce que lorsque 400 000 personnes regardent cette vidéo, je ne pense pas que 400 000 personnes pensent à soulever le point dans cette introduction. Et c'est pour ça qu'il était très important que ce soit soulevé. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, en effet, vu que l'Afrique était très pauvre et misérable à l'arrivée des Occidentaux, est-ce que d'une certaine manière, ça ne les a pas un peu aidés? Et c'est ça que je veux éviter, justement. Que les gens de notre peuple pensent que leurs ancêtres étaient misérables. Parce que c'est humiliant. Parce que c'est faux. D'ailleurs, je ne parle même pas du reste de sa vidéo justement parce que c'est l'introduction qui a un problème. Si tout le reste de la vidéo avait un souci, ne vous inquiétez pas, j'allais intervenir. C'est le début qui pose problème. C'est le début qui manque de respect à mes ancêtres. C'est le début qui manque de respect à notre peuple. C'est le début qui manque de respect à notre sens de la logique, à notre intelligence. Comment pouvez-vous accepter d'être heureux mais misérable? Comment est-ce que mentalement vous arrivez à concevoir ça? Ok, expliquez-moi comment vous pouvez être heureux, chanter du matin au soir, chanter et danser du matin au soir,
et d'être misérable. Expliquez-moi ça, j'ai besoin de comprendre comment pour vous ça entre et ça passe et l'information est assimilée, digérée jusqu'à transmise. Pour défendre les autres, on est toujours très fort. Je n'ai pas vu cette même solidarité pour Maître Gims. Il y a quelques mois, une vidéo de Maître Gims sort sur une chaîne appelée We Are Seul. Et dans une interview de près d'1h30, il dit des choses extrêmement intéressantes, très pertinentes. Mais à un moment donné, il affirme qu'il y avait de l'électricité en Égypte antique. Le monde entier s'est rué sur lui. Pendant 3 semaines, il n'y avait pratiquement que ça dans tous les médias. Même la télé a relié l'information. Beaucoup de grosses personnalités noires se sont moquées de lui. N'en parlons même pas alors pour les Occidentaux. Tout le monde s'est versé sur l'individu. Une erreur de sa part de dire ça. Il n'insulte personne, il ne manque de respect à personne. Et on se verse sur lui. Les clashs à tout va. Des millions de hashtags. En revanche, un média comme 7 jours sur Terre, des géopoliticiens qui maîtrisent bien l'art de l'influence, l'art de la communication, qui comprennent et connaissent l'importance des mots, de l'histoire et de la façon dont sont présentées les situations, parce que c'est ça leur travail, présenter des situations, expliquer des phénomènes géopolitiques, expliquer des phénomènes historiques. Un média de ce genre décide de parler de l'injustice de la France en Afrique, l'injustice que les Africains ont reçue, dit en début de sa vidéo que quand les Européens sont arrivés en Afrique, les Africains étaient misérables et passaient leur journée à chanter et à danser. Et là, il y a quand même des gens qui trouvent la force de défendre ça. Et là, il y a quand même des gens qui trouvent la force de chercher des excuses à ça. Là, il y a quand même des gens qui disent que non, ils jouent un personnage. En fait, effectivement, l'Afrique était pauvre parce que les Gréco-Romains et les Arabo-musulmans ont fait X et ont fait Y. On va un peu remplacer le discours, n'est-ce pas? On va un peu changer un truc. Peut-être quand ça concerne les autres, vous êtes plus enclin à comprendre la violence de ces propos. Remplacer les Occidentaux par les nazis et les Africains par les Juifs. Et on va un peu voir ce que ça donne mentalement. Imaginez un descendant nazi de bonne foi, vraiment un gars de bonne foi qui déteste ce que son peuple a fait, qui décide de raconter l'histoire scandaleuse de l'Allemagne nazie en Europe. Et en introduction de sa vidéo, il dit que quand les Allemands arrivaient dans certains quartiers juifs, ceux-ci passaient leur temps à chanter et à danser du matin au soir. Ils étaient incompréhensiblement heureux et vivaient dans une pauvreté misérable, miséreuse. À votre avis, comment est-ce que l'opinion publique va encaisser ça? D'ailleurs, vous-même, comment est-ce que vous allez encaisser ça? Comment est-ce que vous allez encaisser le truc? D'ailleurs, que ce soit un descendant nazi ou pas qui le dise, que ce soit quelqu'un de bonne foi ou de mauvaise foi qui le dise, ces déclarations, aussi courtes soient-elles, vont faire scandale. Et ils risquent d'avoir de gros problèmes, voire des procès même sur la tête. On est d'accord là-dessus. Même si après ces déclarations qui ont duré 30 secondes, il a fait un excellent documentaire, extrêmement bien documenté de 10 heures de temps, c'est sur les 30 secondes là que tout le monde va s'attarder. Parce que c'est 30 secondes de profond manque de respect, c'est 30 secondes de mensonge et c'est 30 secondes d'injustice. Littéralement, c'est ça. Un peuple ne peut pas envahir un autre peuple, faire des dégâts qui se voient encore 500 ans plus tard, 600 ans même plus tard, et qu'après, on vous sorte les conneries du genre. En fait, ils passaient leur temps à danser et à chanter. Ils étaient heureux, mais dans une pauvreté misérable. Et il y a des gens qui trouvent la force de défendre ça. Si une personne faisait le même genre de déclaration sur n'importe quel autre peuple, cette personne aurait été forcée à changer ses propos. Forcée. La vidéo allait être retirée. On allait changer leurs propos, puis on allait republier la vidéo. À minima. Ça, c'est la chose la plus soft qui lui serait arrivée. La plus soft. Voilà les concerts de Freeze Corleone à Paris qui ont été annulés. Et quelle était la raison? On a dit que ces propos étaient antisémites. Quand les propos sont antisémites, vous voyez tout le monde se mobiliser. Tout le monde se mobilise par rapport à ça. Effectivement, c'est quand même très grave ce qu'il dit. C'est quand même inacceptable. Mais dès que les propos deviennent antisémites, ça va. De toute façon, ils vont passer leur temps à s'entreclasher entre eux là. Ils ne savent même pas défendre leurs intérêts entre eux. C'est en fait ça qui se passe. Si on porte d'une même voix et que l'on démontre une volonté de puissance réelle, à chaque fois que quelqu'un manque de respect à notre peuple, vous allez voir qu'eux-mêmes vont bouger leur discours. Ils n'ont pas d'autre choix. Vous savez même ce que c'est que la pression d'un groupe. Vous pensez que si 1 million de personnes insistent, changez tel truc, ils ne vont pas changer. Changez vos déclarations sur ce sujet. Changez. 2 millions, 3 millions de personnes insistent. Des gens disent des déclarations totalement fausses, des déclarations antisémites. Et vous allez voir des gens de la communauté qui prennent des armes, qui se mettent devant ceux qui ont fait ces déclarations pour pouvoir attaquer ceux qui veulent défendre l'honneur de nos nations, l'honneur de notre civilisation et l'honneur de nos ancêtres. J'ai remarqué aussi le même genre de commentaires sous la vidéo de Alain Kouefé, le grand frère de Afrique suprême, qui a aussi réagi aux déclarations de 7 jours sur Terre. Quand est-ce qu'on va se rendre compte que toute action, aussi petite soit-elle, que l'on fait ou non pour notre communauté compte? Quand est-ce qu'on va se rendre compte de ça? Si on n'est pas capable de défendre avec fermeté nos ancêtres qui sont
publiquement insulté devant plus de 400 000 téléspectateurs, est-ce que vous pensez, sincèrement, est-ce que vous pensez vraiment qu'on sera capable de faire preuve d'une réelle volonté de puissance? Parce qu'à chaque fois, on dit non, on doit faire preuve, on doit. J'ai un problème avec le on doit. C'est qu'on s'attend peut-être à ce que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse. Oui, l'Afrique doit être développée, mais tu vas voir des gens là, ils ne bougent pas. L'Afrique, oui, on est là. On ne fait que dire et redire des choses que l'on dit et redit. Aussi une chose très importante. Lorsqu'on reprend des gens sur cette chaîne, on corrige ce qu'ils disent et non pas ce qu'ils sont ou qui ils sont. Ok? On corrige ce qu'ils disent. On a déjà eu à réagir à des déclarations de investir au pays de Zak Mwekassa, de Ibrahim Kamara, de Yomi Denzel et jamais, si vous l'avez déjà remarqué, jamais on n'insulte personne. Le jour où on va s'attaquer à une personne, vous le saurez, parce que ce sera clairement dit. Donc pour tous ceux qui pensent qu'on s'attaque à des gens, arrêtez ça, revoyez vos priorités. On ne s'attaque pas à des gens ici. Déjà, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en t'attaquant à quelqu'un que la personne va changer quoi que ce soit. C'est en t'attaquant à des idées, à ses idées, à sa manière de penser. C'est ça qui est important. Parce qu'on peut faire bouger les avis sans heurter l'ego d'un individu. C'est un peu comme un débat d'arguments. Tu me dis X, je te dis Y. Pourquoi est-ce que ça c'est comme ceci? Et toi tu me dis pourquoi est-ce que toi tu penses comme ça? Pas commencer à dire que non, en fait cette personne est malhonnête. Non, c'est pour ça que vous n'allez jamais voir ça sur cette chaîne. J'espère en tout cas, j'espère qu'entre temps aussi moi-même je ne vais pas changer parce qu'on ne sait jamais. Il y a bien des gens qui étaient de très bonne foi au début et puis qui ont fini très bizarrement. Mais pour l'instant, en tout cas, vous ne verrez pas ça. Donc, revoyez vos priorités. J'ai constaté qu'on aime beaucoup les dramas. On aime trop les dramas. Et donc, on veut des dramas tout le temps. Non. Et c'est parce qu'on aime beaucoup les dramas que quand on commande les déclarations d'une personne, les gens pensent qu'on est en train d'insulter cette personne. Alors même que dans la vidéo, on présente la personne avec courtoisie. On aime trop les dramas. Et dites-vous que les commentaires que j'ai lus là, ce n'est même rien. Hein. Parce qu'il y a des gars qui sont allés loin. Des gens que j'ai même dû bloquer de la chaîne. Parce que quand tu me suis une vidéo comme celle-là et que tu me réponds avec autant de violence, ça veut dire que soit tu n'as rien compris, soit tu es vraiment un gars soumis. Donc revoyons nos priorités. Revoyons nos priorités. Est-ce qu'on est là pour le clash? Est-ce qu'on est là? Je sais que c'est psychologique, c'est très intéressant de voir les clashs. Moi-même parfois ça me plaît. Je sais que c'est psychologique, mais à la base, on est là d'abord pour apprendre. On est là pour comprendre les choses. On est là pour souligner des points. On est là pour expliquer des trucs. On est là pour partager de la connaissance. C'est d'abord ça. Vous voyez, c'est d'abord ça. La distraction et autre chose, là, on peut rajouter ça à l'essence même d'abord, de base. Mais sans insulter. Les insultes ne mènent jamais loin. C'est pas les chaînes de drama là, ils vont courir. À un moment donné, ça s'épuise. Hein. À un moment donné, les gens sont même fatigués de suivre des dramas. Parce qu'à force de chercher des dramas, on commence à créer les dramas. Et donc finalement, tout s'épuise. Les gens sont même agacés. Alors, quand on insulte notre peuple, et c'est pour ça que je vous invite à revoir vos priorités. Quand on insulte notre peuple, peu importe qui le fait, peu importe où est cette personne, nous devons d'abord défendre notre peuple. Peu importe à quel point on aime cette personne, même si vous êtes son plus grand fan. Si une personne dit du mal de vos ancêtres, vous devez de corriger cette personne et de défendre vos ancêtres. Parce que vos ancêtres, c'est vous. Vos ancêtres, c'est vous. Ne pas défendre vos ancêtres, c'est ne pas vous défendre vous-même. C'est ce genre de fédération qu'on attend de voir au quotidien. C'est même beaucoup plus important de savoir d'abord se fédérer sur ce genre de questions avant de commencer à faire de gros investissements, avant d'ouvrir des sociétés d'investissement, avant d'ouvrir des X, d'ouvrir des Y. Il faudrait qu'on commence d'abord à apprendre à se fédérer et à défendre nos ancêtres. C'est en fait là-bas que ça doit commencer. C'est là-bas qu'on doit montrer notre volonté de puissance. Ça ne commence pas quand il y a déjà des millions en jeu, des centaines de millions en jeu ou des milliards en jeu. Ce n'est pas là-bas que ça commence. Ça commence dans des débats d'idées où quelqu'un en début du truc dit « Bah en même temps, vos ancêtres, là, ils passaient leur journée à chanter et à danser. » Non, arrête-toi d'abord là. C'est faux. Avant que tu ne continues ou que ce soit, on corrige d'abord ça. On ne peut pas empêcher les autres peuples de parler de nous. Mais on peut au moins les forcer à parler correctement de nous. On peut au moins faire ça. Comme les autres nous forcent à mentir sur eux, littéralement. Que la Grèce antique était splendide, les philosophes des Lumières ont fait X, ont fait Y. Ils ont fait X, Y quoi? Où? On a vu quoi? Sachez choisir vos combats et sachez choisir ce que vous défendez. Et une priorité que vous devez toujours avoir, c'est la défense de vos ancêtres, la défense de votre civilisation, la défense de vous-même. C'est la priorité là-bas. Avant de voir maintenant si on défend telle personne dont on est fan. Commencez par vous. C'est important. Les autres pensent d'abord à eux. Pensons d'abord en nous.